Donc bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire. Je m'appelle Marie, je suis CMO chez Urban Linker. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Urban Linker, c'est un cabinet de recrutement spécialisé dans le digital, tous les métiers du numérique et principalement sur la tech. Ça fait depuis 11 ans qu'on est sur le marché. Et aujourd'hui, on a voulu vous présenter un petit peu les tendances des technologies plébiscitées par les candidats, par les développeurs du coup et par les entreprises, faire un peu un état des lieux du marché et des salaires qu'on peut voir sur ces métiers de développeurs. Pour ce webinaire, ce qu'on a fait, c'est on a repris les données de tous les recrutements et les placements, les missions qui nous ont été confiées entre juin 2019 et juin 2020. Il y a eu plus de 1000 missions qui nous ont été confiées et un peu plus de 600 recrutements effectués. Donc, évidemment, ce qu'on va vous présenter, c'est ce qu'on a pu observer au sein d'Urban Linker. On va également vous parler un peu de ce qu'on a pu constater sur le marché, mais les données qu'on va vous présenter, c'est vraiment celles qui ont été constatées chez nous. Et comme je vous le disais en tout début, quand les gens commençaient à arriver, si vous n'avez pas pu assister au début du webinaire ou si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les mettre sur la conversation. Et ce webinaire sera en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc je vais laisser Alexis et Romain qui vont nous présenter le webinaire, peut-être se présenter rapidement. Bonjour à tous. Moi c'est Alexis. Ça fait 3 ans et demi que je travaille chez Urban Linker. Donc 3 ans et demi que je recrute essentiellement des développeurs, des DevOps et tout candidat qui présente des compétences techniques et en règle générale pour des startups ou des PME de l'écosystème Île-de-France en tout cas. Et Romain, du coup, je vais te laisser aussi te présenter. Ouais, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Romain, je travaille donc chez Urban Linker, mais dans la branche régionale, puisque je gère le bureau lyonnais qui en fait s'occupe de tous nos clients, toutes les recherches pour les clients qui sont localisés hors Île-de-France. Donc voilà, ça fait à peu près aussi 3 ans et demi que je suis chez Urban Linker et avant ça j'ai travaillé sur pas mal de besoins un petit peu partout aussi en France. Donc voilà, moi je vais vous présenter un peu la vision régionale, provinciale qu'on peut avoir justement sur le recrutement tech. Super, merci. Alors, du coup, on va commencer. Quelles sont chez Urban les missions tech qui ont été le plus confiées, les profils les plus recherchés par les entreprises, du coup, entre l'Île-de-France et la région? Ça va différer. Comme on présentait au début, au niveau du Urban Linker, on va vraiment être à même de travailler sur tous les postes à caractère technique. Là, on a un histogramme qui nous montre un peu la variété de postes qu'on est capable de prendre en main chez nous. Et effectivement, assez facilement, on voit quand même qu'il y a certaines tendances qui se dégagent. En tout cas en termes volumiques, notamment en Île-de-France, les demandes qui nous sont le plus adressées par nos partenaires vont concerner des profils plutôt full stack JS avec du Node en back et soit du React, du Vue ou de l'Angular en front. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous est le plus demandé de trouver par nos clients. En deuxième lieu, ça va être des développeurs PHP, que ce soit des praticiens du framework Zend, Symfony ou Laravel. Et en troisième lieu, on a scindé un peu les développeurs front par techno parce que au final on se rend compte que le React est très montant et aujourd'hui sur des profils front-end on va majoritairement nous demander de trouver des spécialistes React. Okay. Pour la partie région, c'est un petit peu différent. C'est là où c'est intéressant. Pour vous donner un peu de visibilité, nous en région, on va couvrir les besoins pour des entreprises qui sont localisées dans les principales villes françaises. Bon, pour vous en citer quelques-unes, Lyon, forcément, puisqu'on y est présent physiquement. Il va y avoir aussi Grenoble, Lille, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier,
Aix, Marseille. Là, je vous donne vraiment les principales. Ça représente plus de 95%, on va dire, des recrutements qu'on fait aujourd'hui. Après, il y a quelques villes isolées aussi. Mais donc là, je vais vous donner un peu les tendances pour la région en termes, en tout cas, de missions confiées, donc ce qui nous est demandé par les clients. Contrairement à Paris ou l'Île-de-France, on va être vraiment sur le PHP. C'est vraiment le PHP qui est le plus demandé en région par les entreprises. C'est pas le full stack JS, puisqu'on voit que le full stack JS, enfin, on parle de full stack JS, je parle de profil bien sûr. Les profils développeurs full stack JS arrivent qu'en 4e position, contrairement à l'Île-de-France. En région, ce qui intervient en 2e position, c'est les profils front-end, donc développeurs React principalement. Par rapport peut-être aux années précédentes, ce qui n'était pas forcément le cas, où on avait encore de l'Angular qui était beaucoup présent. Et en 3e position, la demande est aussi présente sur le Java. Voilà, en tout cas, les développeurs Java sont pas mal demandés. Ça représente en moyenne à peu près 10% des recherches qui nous sont demandées. Derrière, on peut voir que suivent donc en 5e, 6e position le C# pour les technologies Microsoft et le CMS. Ok. Alors, attends, je vais passer. Ce que je trouve assez intéressant aussi dans ce que tu dis, Romain, c'est effectivement euh, la différence de demande régionale et Île-de-France, notamment sur la communauté des full stack, des profils de full stack JS. Puisque si on revient un petit peu en arrière, on se rend quand même compte qu'à échelle nationale, ça reste quand même le type de profil qui est le plus demandé. Et je trouve qu'on peut se poser, enfin, en tout cas, c'est intéressant de se poser la question de pourquoi une telle différence entre le marché parisien et le marché régional sur ce type de demande. Et du coup, bon, on y a un peu réfléchi. Et ce qui ressort, c'est que c'est tout simplement la différence de l'écosystème startup entre la région et l'Île-de-France. En Île-de-France, on a des jeunes startups qui se créent très vite tous les ans. Et c'est vrai que la vision et le choix de la plupart des fondateurs va naturellement être de s'orienter vers la mise en place d'une stack de plutôt full stack JS parce que c'est beaucoup plus pratique. Ça permet d'avoir des profils plus polyvalents qui vont à la fois pouvoir toucher au back et au front sans changer de langage. Donc ça donne des teams plus véloces et surtout quand on est une société à taille humaine, bah, c'est vraiment pratique d'avoir des personnes qui vont pouvoir switcher d'une stack à l'autre entre le back et le front. Ce qui est peut-être un peu moins le cas en région où ce sera peut-être un peu plus un marché orienté PME si je dis pas de bêtises. Romain. On va avoir les deux Ouais. typologies, mais après pour poursuivre un peu sur ce que tu dis, le PHP arrive pas très loin derrière le full stack en Ouais. termes de demande, le full stack JS plutôt. Et en fait, le PHP c'est une technologie qui est voilà qui est bien ancrée en tout cas dans l'écosystème développement et ce depuis des années. C'est une technologie qui est très rassurante et qui est beaucoup plébiscitée grâce en fait au Ascension Labs. framework Symfony de Sciencio Labs qui aujourd'hui représente la majeure partie de la communauté de développeurs PHP en France. Nous aujourd'hui, je pense que 90% des recrutements qu'on fait sur la partie PHP concernent des développeurs qui sont spécialisés justement sur les frameworks Symfony. Donc voilà. Très bien. Du coup, moi, je peux pas voir les questions parce que je suis en train de présenter. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur ces parties-là, ce qu'on vient de présenter en termes de technologie, en tout cas sur les missions représentées? A priori, il n'y a rien dans le chat. Ok, très bien. Du coup, on va passer au deuxième point sur les tendances, sur les profils qu'on a pu recruter sur cette dernière année. Donc, encore une fois, on a pris les recrutements de juin 2019 à juin 2020. Donc là, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que la... donc tout à l'heure, on vous parlait des demandes de recherche qui nous étaient adressées, mais ce qui n'est pas forcément en phase avec les profils qu'on va effectivement recruter. Il va toujours y avoir un léger décalage. Et là où on remarquait que en termes de volume de demandes adressées sur la région parisienne, c'était les profils de full stack JS qui nous étaient le plus demandés, au final, on va se rendre compte que les profils les plus recrutés en Île-de-France
Ça va s'inverser entre full stack JS et PHP. Alors, on avait en volume de demande adressée, on avait plutôt une stack JS et en deuxième lieu une stack PHP. Et au final, en profil effectivement recruté, c'est le PHP qui va prendre le pas en région parisienne et c'est ce type de profil qu'on va le plus recruter pour nos clients, suivi de très près par les profils full stack JS effectivement. Et ensuite, à part égale, on va aussi recruter une très grande part d'ingénieurs C# et de développeurs React. Ce qui est assez intéressant aussi à remarquer, c'est que par rapport aux autres années, on remarque que on recrute de plus en plus de profils DevOps ou data. C'est vraiment une demande et un nombre de profils recrutés qui est montant chez Urban Linker. Je pense que la partie data c'est vraiment développé très fortement ces 3 dernières années et là on en voit les résultats depuis un an et demi. De plus en plus de sociétés nous demandent de recruter soit des ingénieurs en data science, soit des software engineers en Python. Pourquoi? Parce que Python va permettre aux sociétés d'avoir des personnes qui vont à la fois pouvoir mettre la main un peu plutôt côté dev, mais aussi toucher à de la donnée sans forcément changer de techno. Et en région du... Ouais, vas-y. Ouais. Pour la région, on voit que tout comme pour les missions qui nous sont confiées, au niveau des placements, c'est aussi les placements sur les profils développeurs PHP qui arrivent en tête. Je pense que, comme on l'a dit juste avant, ça s'explique aussi par la communauté justement de développeurs qui existe aujourd'hui sur le marché français en tout cas. En deuxième et assez loin derrière, hein, pour le coup, on a le côté React qui, contrairement peut-être à l'année dernière, la recherche, enfin en tout cas les recherches qu'on pouvait avoir sur des profils développeurs React étaient très compliquées parce on était sur une technologie qui était plutôt à l'époque tendance, alors que cette année on va voir c'est plutôt une techno qui est ancrée en fait, qui commence à être très largement répandue dans pas mal d'entreprises. Donc là, on commence à avoir une communauté, une vraie communauté de développeurs React, et ce qui fait que on parvient à recruter pas mal de profils, contrairement peut-être aux années précédentes. La petite surprise un peu pour la région, on va dire, c'est que on a en troisième position en termes de réussite le développeur C#, qui est la technologie, le langage de programmation Microsoft, qui gagne en tout cas ces dernières années en popularité. Et ce notamment certainement grâce au framework .NET Core, qui en gros qui est un framework open source et qui permet qui est plus restrictif comme pouvait l'être .NET, et qui permet justement de développer sous d'autres OS comme Linux par exemple. Voilà. Et c'était une surprise aussi pour Paris de se rendre compte qu'on avait de plus en plus de recrutement réalisé sur une stack C# pour le coup. Du coup, on a remis aussi ces visuels-là simplement pour pouvoir mettre un peu des chiffres sur les tendances qu'on vient de vous décrire. Globalement, en Île-de-France, au niveau des placements réalisés chez nos partenaires, donc ce qu'on remarque, c'est que donc il y a 14% de nos recrutements qui sont réalisés sur une stack PHP versus 13% sur une stack full stack JS, sachant que c'était plus ou moins l'inverse sur les missions qui nous étaient adressées. Et donc au final, ça ne veut pas forcément dire que les entreprises ont moins besoin de recruter des profils full stack JS, mais ça veut simplement dire que même si la communauté est montante et se développe de plus en plus sur la stack JS, un peu à l'image de ce que vient de dire Romain sur le framework React, malgré tout, la communauté reste quand même très pénurique versus le nombre de boîtes qui recherchent ce type de profil, et c'est ce qui crée en fait cette inversion des tendances entre les missions qui nous sont adressées et les profils qu'on arrive effectivement à recruter.
sachant que sur une stack PHP, comme le disait Romain, au niveau national, en France en tout cas, on a quand même une communauté qui est assez active et qu'on peut recruter plus facilement, en tout cas, moins difficilement plutôt, je dirais, que des profils full stack JavaScript. Et pour ce qui est de la région, donc comme on disait, en fait, le PHP arrive à la fois en numéro 1 sur la partie recherche, mission qui nous sont confiées, mais c'est également ce qui arrive en numéro 1 sur la partie placement réalisé. Pour vous donner un petit exemple des chiffres, le PHP c'est 18% en région, donc ça représente 18% des missions qui nous sont confiées, et ça représente 29%, donc presque un tiers des recrutements qu'on réalise pour le compte de nos clients. Si je prends l'exemple du Java, le Java représentait à peu près 10% des missions qui nous étaient confiées, on se rend compte que c'est que 6% des recrutements qui sont effectués réellement chez nos clients. Donc il y a un écart, qui est assez important et qui peut s'expliquer de différentes façons. Nous, la vision qu'on a un peu du côté Java, c'est que notre population, en tout cas notre cible de clients avec qui on a l'habitude de travailler, sont plutôt des PME, start-up, petites structures. Et en fait, on se rend compte que les profils Java ont tendance à être plutôt issus de grands groupes, de grosses ESN, ESS2I, etc. Et on se rend compte qu'il y a souvent une différence au niveau culturel, on va dire, et notamment sur la façon de voir différentes choses sur en tout cas le monde de l'entreprise. Et on a beaucoup de mal en fait à justement trouver des profils développeurs Java par rapport aux clients qui nous en demandent. Euh, Par rapport au React, on disait c'était parmi les révélations qui nous étaient les plus confiées. Ça représente aussi les 9% des placements qu'on effectue. C'est à peu près stable, 10% des missions confiées, 9% des placements. Et après, on va avoir, je fais une petite parenthèse aussi sur le mobile, qui pour le coup, des technologies mobiles, donc tout ce qui est développeur, donc iOS, Android et cross-platform, c'est 7% des missions qui nous sont confiées contre 3% des placements qui sont réalisés. En gros, l'écart qu'on peut observer là, c'est typiquement ce qu'on peut qualifier de pénurie en termes de profil. Là, pour le coup, tous les profils sont pénuriques. On peut le dire, même le PHP, ça reste pénurique, puisqu'un développeur PHP aujourd'hui, quand il vient chez nous, il peut avoir presque, je crois à Paris, tu me diras Alexis si je me trompe, mais Ouais. presque 8 Dis-moi, tente. projets présentés. Ouais, assez facilement. Voilà. C'est pas ce qu'on va faire, on va pas travailler comme ça, mais effectivement, si on voulait, on pourrait présenter 10 projets à chaque candidat, tellement il y en a peu. Voilà, donc pour le coup, ça reste des profils très pénuriques, mais quand on met en parallèle le profil développeur mobile, on se rend compte que le profil sur le marché, le nombre de profils sur le marché est beaucoup plus faible aussi que la demande qu'on peut avoir, et les demandes sont en général très spécifiques, puisque comme on l'a dit, il y a le côté natif sur la partie mobile, à la fois sur l'iOS et à la fois sur l'Android, mais il y a aussi le côté cross-platform, qui font que ça fait des hyper spécialisations dans le domaine vraiment du mobile. Tu as aussi les personnes qui sont spécialisées dans les SDK, qui est encore une autre partie mobile, et effectivement, il y a très peu de personnes disponibles et compétentes sur le marché sur ces genres de choses. Exactement, ouais. D'où le fait que la tendance au télétravail et au freelancing se développe pas mal, notamment sur la partie mobile, justement, puisque les entreprises sont obligées de faire appel justement à des personnes externes ou des personnes qui sont pas basées dans les villes, puisque les communautés dans certaines villes sont très restreintes, notamment sur la partie mobile. Et demande des candidats en télétravail qui a encore été plus, en tout cas j'ai l'impression, dis-moi si c'est un peu la même tendance sur la région, mais encore plus exacerbée par le confinement, déconfinement. Là où, en tout cas à Paris, on avait un candidat sur 5 habituellement qui nous demandait exclusivement des postes avec possibilité de full remote. Depuis le déconfinement, aujourd'hui, on a facilement 2 candidats sur 5, voire plus, qui nous font cette demande de remote partiel ou total, quoi. Mais c'est un peu la même tendance en région où en fait on va avoir depuis les dernières semaines énormément de candidatures de profils parisiens
en quelque sorte, qui sont à la recherche d'opportunités en région, mais qui n'ont pas forcément la volonté de déménager en région. C'est des personnes qui veulent rester parisiennes, mais qui cherchent des projets un peu partout en France, ou vice versa, des personnes qui cherchent des projets, des postes en Île-de-France, mais à distance pour rester en région et profiter du confort que peut apporter le fait de vivre dans des petites villes ou même à la campagne. Bah ça, je trouve ça assez classique, mais la première situation que tu as décrite, je la trouve assez étonnante, du profil parisien qui veut rester à Paris et bosser en remote pour la région. Je trouve ça assez cocasse, Ouais, quoi. ça peut être le cas en fait, mais sur certaines opportunités, en fait, on a le cas notamment avec des projets ça reste assez rare, mais pour des projets où c'est des postes de grande envergure, notamment des postes de directeur technique, des choses comme ça. D'accord. Après, la Ok. tendance est quand même beaucoup plus Marqué dans forte l'autre sens. dans l'autre sens, ouais, bien Ouais, sûr. mais ça m'étonne pas parce que je me disais ces profils à caractère, enfin avec moins de responsabilité, ça m'aurait quand même étonné parce que moi, d'ailleurs c'est le sujet du webinaire et on va en venir à parler au salaire bientôt, mais comme il y a quand même une différence en termes de niveau de salaire entre la région et Paris, c'est vrai que j'étais étonné quand même de la première situation que tu décrivais. Mm. Ouais, non, pour le coup, la deuxième tendance est beaucoup plus marquée que la première. Ouais, j'imagine. S'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, on va passer à la suite. Je ne sais pas si vous voyez des questions sur le chat. Non, j'en Non. vois pas. Ok. Alors du coup sur les top missions, donc on fait peut-être un petit parallèle. Ouais, voilà, Ouais, c'est simplement pour on faire l'a un petit passé. Ouais. récap. Ouais, c'est simplement pour faire un petit récap de ce qu'on vient de se dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que à Paris, les profils les plus demandés dans l'ordre, c'est full stack JS en premier, PHP React à part égale. En troisième position, donc ça va être les profils orientés data, que ce soit plutôt des profils data science ou data engineer. Et enfin, on a décidé de mettre une quatrième step dont on n'a pas forcément parlé, mais les technos Ruby et Go sont quand même bien positionnés dans les demandes, surtout Go qui est très montant en ce moment. Par rapport à la région, pour résumer, on a beaucoup parlé du PHP en première position, en tout cas pour les missions qui nous sont confiées. Pareil pour le React et le Java qui interviennent en deuxième position. En 3, on a le C Sharp et en dernier, en tout cas en quatrième, pas en dernier parce qu'il y a pas mal de techno derrière, on a le full stack JS. Donc on voit que il y a quand même pas mal de technologies qui se retrouvent entre les demandes Île-de-France et les demandes région, mais c'est pas tout à fait le même ordre et on a tendance à penser aussi que il y a un petit décalage aussi avec ce qui se passe entre l'Île-de-France et la région, donc intéressant de refaire le travail l'année prochaine pour voir un petit peu comment a évolué le classement à la fois côté Île-de-France et côté région. Ok. Du coup sur les top placements, parce que ça va introduire un peu les salaires après. Euh, Ouais. simplement pour qu'on ait la vision, hein, sans forcément revenir dans le détail, parce qu'on Oui, oui, on l'a déjà vu. d'en Donc parler, mais ouais, simplement une inversion et le PHP est le plus représenté dans nos recrutements et je pense qu'on peut directement parler des tranches de salaire maintenant. Ouais. Ok. Alors on commence peut-être avec l'Île-de-France du coup. Ouais. Donc on a structuré ça de la même manière que nos études de salaire qu'on fait chaque année depuis maintenant 5-6 ans, si je dis pas de bêtises, Oui. et qu'on structure toujours de la même manière en séparant les profils par technologie, par niveau d'expérience. Ce qu'on remarque, c'est que donc ce qu'on avait dit, c'était que c'était les profils PHP qui nous étaient le plus demandé, qu'on recrutait le plus, excusez-moi. Si on s'intéresse à la stack PHP, donc on se rend compte que ce sont des niveaux de salaire qui, je trouve, donnent une idée un peu médiante du marché des salaires en ce qui concerne les développeurs en général. C'est pas forcément le profil le plus cher, ni le profil
le moins cher pour le coup, mais ça donne une belle photographie, on va dire, du marché salaire des développeurs. Ce qu'on remarque, c'est que ça va être les profils de data qui vont être les mieux rémunérés actuellement. Euh, et ce qui a du sens par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que pendant 3 ans, 3 ans et demi, les sociétés se sont de plus en plus orientées vers de la data, que ce soit des sociétés déjà en place qui étaient assises sur une mine de données et qui les exploitaient pas, tout comme de toutes jeunes sociétés dont la valeur ajoutée est justement de savoir faire de la data. Et ce qui fait que tous ces acteurs se sont créés et ont eu d'un coup énormément de besoins de profils orientés data, mais la communauté candidat derrière ne suivait pas encore. Donc, ce qui crée du coup finalement beaucoup plus de rareté que la plupart des autres profils et ce qui explique la tendance inflationniste sur ces salaires-là. Quand on compare, si on regarde déjà juste du junior, hein, de sortie d'école à 1 an et demi, 2 ans d'expérience, les personnes orientées data vont prendre entre 43 et 48, là où la moyenne de marché pour un profil junior, si on ne fait pas forcément de focus sur une technologie, ça va plutôt être du 38-42 en règle générale. Un peu plus pour le profil full stack JavaScript qui, lui, va pouvoir se positionner entre 39 et 45, plus ou moins pour les mêmes raisons évoquées que pour les profils data. C'est en quelque sorte le prix de la rareté, quoi, si on peut parler ainsi. Sur les postes plutôt à responsabilité, donc que ce soit senior ou lead, on va se rendre compte que c'est assez cohérent. Si on mélange un peu toutes les technos, ça va être à peu près les mêmes niveaux de salaire à partir de senior et plus, et lead, ça va être des salaires qui vont être autour de 63 et 77. Maintenant, sur la data, c'est encore une fois des montants de salaire qui vont grimper beaucoup plus que sur les profils plus orientés dev. Si vous avez la moindre question au niveau des salaires, n'hésitez pas à les poser directement. Là, ce qu'on vous présente, c'est vraiment des tranches. Donc, même si on va afficher par exemple 39-45 pour tel type de profil, tel type d'expérience, bien entendu qu'il peut y avoir des exceptions et des personnes qui sortent de ce cadre-là. Maintenant, si vous avez vous vu des cas particuliers et que vous souhaitez qu'on échange dessus, bah, n'hésitez pas à poster une question et on pourra y répondre, ou même tout simplement à enlever le micro et puis on en discute, quoi. Je crois Alors, qu'il y a moi, des, ouais, il y a pas des conversations, je crois que je vois des. si, Si, j'ai je vu vais te deux. lire la question, Ouais, Alex, si tu yes. veux, mais en tout cas, tu dois l'avoir. Donc, la première question de Audrey. Dans ces fourchettes, c'est uniquement salaire fixe, variable, ou ça comprend aussi les rémunérations, avantages annexes, participation, tickets restaurants, etc. C'est rémunération annuelle brute, donc fixe plus variable si jamais il y a un petit variable, ce qui n'est pas forcément la chose la plus répandue sur les populations techniques, où quand il va y avoir du variable, ça va être du 5K, 10K grand maximum si on est sur des postes à responsabilité. En revanche, ça ne comprend pas les avantages annexes de participation, tickets restaurants, etc., qui sont vraiment considérés comme des avantages et non comme de la rémunération. Sachant qu'en plus de ça, on travaille quand même beaucoup avec des startups et que tous ces avantages qu'on retrouve dans la plupart des grands groupes ne sont pas forcément présents chez les partenaires qu'on accompagne. Oui, pour le coup, dans les salaires, on prend jamais en compte tout ce qui est avantages annexes, voilà, tickets restaurant ou autre, ça entre pas du tout en compte. On a une autre question qui est plutôt une remarque par rapport aux tranches de salaire qui peuvent parfois être larges, notamment, je crois qu'il est cité un 43-55, voilà, qui est le cas par exemple sur la partie front, notamment pour des profils confirmés. Comment on peut expliquer ça? Ouais, alors attends, il faut que je retourne sur le tableau. Front 43-55, yes. Alors, il y a effectivement un gros écart parce que même si on parle de profil, qu'on parle de personnes qui ont 2 ans, 4 ans et demi d'expérience, au final, les niveaux techniques des personnes vont quand même être variés. On peut très bien, enfin, ça nous est tous arrivé dans le recrutement d'avoir des personnes qui ont 5 ans, 6 ans d'expérience sur une stack
particulière et finalement de se retrouver avec une personne qui a quand même majoritairement évolué seule ou qui s'est pas forcément tenu au courant des dernières avancées, mises à jour des frameworks et finalement ce profil, si on le met face à quelqu'un qui a uniquement 3 ans d'expérience, mais qui a été encadré par des leads, qui est monté en puissance aussi sur d'autres enjeux que celui du dev, c'est-à-dire mettre la main aussi un peu sur du test, avoir une certaine culture DevOps. Tout ça, ça va être des compétences annexes qui vont se greffer autour de la verticale spécialisation du profil et ça va rajouter de la valeur au profil. Donc c'est ce qui va expliquer qu'il va y avoir de gros écarts euh, et, euh, Après, et ça, on le voit tous les jours, quoi. Ouais, dis-moi. si je peux compléter, on se base vraiment sur des observations par rapport au recrutement qu'on effectue. C'est pas des grilles où on fait, en tout cas, c'est pas des recommandations, c'est vraiment de l'observation. Et là, moi, je parle pour le coup en région, les écarts qu'il peut y avoir sur certaines fourchettes. Euh, bon, ça va être aussi pas mal lié à la typologie de l'entreprise, qui sont plus ou moins bien rémunératrices. Donc voilà, on a des données aberrantes quand on supprime en général des entreprises qui sous-payent ou qui vraiment surpayent. Mais en tout cas, on essaie de rester au maximum dans ce qui est voilà ce que ça représente. Et c'est vrai que pour le coup, il y a des énormes écarts. On parle de plus de 10 cas parfois même pour un même profil avec la même compétence pour le coup, la même expérience. Tu veux qu'on fasse un point du coup sur la Ouais, partie région? je suis en On train a de relire un peu les questions. Je on pense posait la que question aussi sur le Java, puisqu'on l'a pas fait apparaître là-dessus. Je sais pas si Alexis a un peu de matière aussi sur les fourchettes pour les profils développeurs Java. ouais, alors il faut juste que je refasse apparaître mon petit tableau. Et je vous dis ça tout de suite. Alors, à Paris, sur du Java, sur des profils zéro, enfin sortie d'école à 1 an et demi d'expérience, on va être entre 36 et 43. Sur les profils confirmés, donc 4 ans et demi sur du 43-53. Sur des profils seniors 5 ans et plus, on va être sur du 55K, 64K. Je reviens quand même sur les questions, parce que je vois que ça revient plusieurs fois, l'étonnement de voir des tranches assez larges. Euh, donc Romain a répondu à une partie de la question. Euh, je voudrais continuer à compléter, surtout notamment sur la partie senior. Je vois que ça étonne pas mal de gens qui aient des tranches entre 52 et 65. Euh, Là, ça va s'expliquer assez facilement. On peut être senior et uniquement orienté sur son code, tout comme on peut être senior, un peu tech lead, prendre en main aussi de la code review, enfin agir sur d'autres parties et du coup au final bah, ça crée des écarts de salaire. Maintenant il y a comme Romain le disait aussi selon le type de société dans laquelle la personne va travailler, forcément les packages seront pas forcément toujours les mêmes. Il y a quand même des secteurs d'activité où ça rémunère un peu plus que d'autres et certains secteurs où ça va rémunérer moins parce que marché de passionnés, par exemple dans le jeu vidéo, on sait que les niveaux de salaire vont être moindres que dans les fintech. Donc tout ça, c'est des petits éléments qu'on ne peut pas faire ressortir au cas par cas dans une étude de salaire, mais qui influent forcément sur les tranches qu'on va afficher et qui sont basées sur l'ensemble des recrutements qu'on a fait, quoi. Est-ce que en termes de questions, vous avez répondu à toutes les questions ou est-ce qu'il y en a, je crois qu'il y en a d'autres qui sont apparues? Ou est-ce qu'on passe à Alors, je suis en on train, passe à la région? il y a beaucoup de questions, mais c'est trop bien, hein. Il y a beaucoup de questions. Euh, ta, ta, ta. Oui, on parle du fait de donner une médiane ou une moyenne. C'est vrai que c'est intéressant, c'est pertinent. Peut-être de mettre un montant avec plus ou moins un pourcentage autour de ça. Pour le coup, nous, on a choisi de le faire en fourchette pour avoir une idée justement de ce que peut représenter voilà, un développeur type confirmé fourchette basse et un développeur confirmé fourchette haute. Voilà, voilà, qui sont vraiment des données empiriques qu'on a observées dans nos recherches et dans nos recrutements pour le coup.
Et pour le coup, effectivement, Arnaud, Alban, on est tout à fait d'accord avec vous que pour avoir quelque chose d'ultra affiné, il faudrait resegmenter chaque catégorie en rajoutant encore certaines verticales de compétences ou de responsabilités. C'est pas quelque chose qu'on peut faire sur plus de 600 recrutements de notre côté. En revanche, c'est ce qui explique la largesse des tranches données. C'est parce que à l'intérieur de ces tranches-là, il y a d'autres critères qui vont jouer. Mais là, c'est histoire de vous donner une photographie à un instant T des tranches qui peuvent se pratiquer. Okay. Romain, tu veux qu'on passe à la partie région? Sauf Oui. s'il y a encore des questions sur de France. Moi, pour le coup, je suis prêt. Après, je vois qu'il y a encore une question qui est sortie. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Mais oui, on peut passer à la région et je peux donner un peu de contexte. En fait, dans le calcul des salaires en région est un peu plus complexe dans le sens où on observe forcément des écarts entre les villes au niveau des salaires. Donc, il y a déjà un écart qui est marqué. C'est pour ça qu'on a divisé les deux études entre Île-de-France et région. Et nous-mêmes en région, on observe qu'il y a des écarts de salaire qui vont avoir lieu entre différentes villes. Il y a des villes, justement comme Lyon, qui vont avoir tendance à se rapprocher un peu plus du marché parisien, bien que restant relativement à distance. Hein, on parle de 15% en moyenne en dessous. Il y a des villes qui vont plutôt se situer en dessous. Là, on a essayé de modéliser un petit peu l'observation qu'on a pu faire. Et en fait, dans les fourchettes qu'on va communiquer sur la région, en fait, on a ce système de code où, en gros, il y a des villes comme Lyon, Bordeaux, Nantes ou Lille. On observe que les salaires sont un peu plus hauts en moyenne en région de manière générale. Et donc, on conseille plutôt de se focaliser sur la fourchette haute. Il y a des villes qui se situent plutôt sur la médiane en termes de salaire et des villes qui se situent sur la fourchette basse. Il y a pas, enfin voilà, on n'a pas d'explication derrière tout ça. Encore une fois, c'est vraiment de l'observation. Donc voilà, pour le coup, on voit que le marché sud de France est plutôt sur la partie médiane, fourchette basse, et on va avoir des villes, voilà, des villes qui sont en tout cas bien connectées avec le marché parisien, comme Lyon, Lille, Bordeaux ou Nantes, qui s'en rapprochent en tout cas, ou qui vont être plutôt sur des fourchettes hautes. Okay. Voilà. Donc par rapport aux fourchettes en région, donc on voit qu'il y a un écart qui est assez marqué avec Paris. On a choisi de segmenter aussi. Donc on s'est vraiment basé sur les tendances en termes de recrutement. Après, on peut répondre en direct s'il y a des questions sur la technologie. Mais sur la partie front, on a, comme pour Paris, segmenté déjà les trois principaux frameworks librairies qui ressortent. Notamment parce que on a vu que le React était le plus demandé, en tout cas en termes de recherche, et aussi là où on avait le plus de taux de réussite, en tout cas de mission. Et on observe qu'il y a un écart qui est quand même relativement important entre justement un développeur qui serait spécialisé en React et un développeur qui serait spécialisé en Angular, par exemple. On le voit déjà dès le stade junior. C'est d'autant plus marqué après quand on va vers justement de la seniorité. Au niveau des voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie front. Quand on va sur la partie back, on se rend compte que notamment voilà sur la partie dev PHP, le salaire, en tout cas la fourchette basse peut démarrer très bas. Notamment, on parle de 28 000 euros annuels bruts pour un junior sorti d'études. Là, pour le coup, encore une fois, c'est de l'observation. Quand on parle de junior, on compte aussi bien des profils sortis d'école Bac+5 que des profils qui vont être issus de formations moins longues. On ne parle pas forcément des formations de reconversion parce que on fait très très peu de recrutement sur ces formations-là, mais on va avoir aussi tout ce qui est profil un petit peu autodidacte ou des freelances, etc., qui vont se mettre sur le marché du CDI. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des fourchettes qui peuvent démarrer un peu plus bas comme ça.
Juste une précision, quand on n'a pas communiqué la donnée, notamment sur le côté bac profil senior, on n'a pas mis la donnée parce que en fait on observe que à un certain moment au niveau quand le profil se seniorise, il a tendance plutôt à aller vers du côté full stack et intégrer justement des compétences en front. Je ne fais pas des généralités, je dis juste que en termes de recrutement, nous aujourd'hui, c'est très rare quand on a des recherches qui sont en fait qui sont basées sur un profil développeur back-end JavaScript pour le coup. En général, on va plutôt partir sur des profils seniors, sur des profils qui vont être full stack. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. On a fait apparaître aussi le CMS. On a fait apparaître le CMS parce que même si c'est aujourd'hui, c'est pas forcément là où on a le plus de demandes, enfin où on fait le plus de recrutement, c'est une demande qui est quand même assez importante. Les CMS, pour rappel, c'est tout ce qui va être technologie type WordPress, Magento, PrestaShop, Drupal, qui sont énormément utilisés en agence web, agence digitale, qui sont aussi utilisées dans le domaine du e-commerce, hein, notamment pour tout ce qui est du Magento, PrestaShop. Et on voit que les salaires sont quand même relativement inférieurs à tous les autres langages ou même technologies, puisqu'on peut démarrer très bas au niveau du CMS. Et ça s'explique beaucoup par la typologie des employeurs, notamment les agences qui, pour le coup, vont voilà, avoir des structures de rémunération un peu différentes, en tout cas des startups PME. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Est-ce que Romain, tu aurais de la donnée sur les profils, le niveau de rémunération des profils Python Oui, sur région et Lyon? C'est ouais, lui que bien tu sûr. peux nous- Alors, pour le coup, le Python, déjà, sans parler de rémunération, c'est une recherche qui est extrêmement difficile, des profils qui sont extrêmement pénuriques, alors que le Python est justement une technologie qui est plutôt montante côté développeur, qui est plutôt tendance, on va dire, c'est une technologie qui est globalement appréciée par les communautés. Là, j'ai les fourchettes sous les yeux. Donc, Python, on est parti sur des profils juniors. On démarre à 29 000, donc fourchette basse 29 000, fourchette haute 36 000 euros annuels bruts. Pour des profils confirmés, on va être entre 36 et 43. Pour des profils seniors, on va être entre 43 et 48. Et sur des profils lead, on va compter environ 3 cas supplémentaires par rapport aux recherches seniors. Pour le coup, là, on voit que la fourchette haute sur la partie Python, sur le profil développeur senior Python est plus basse que la moyenne, en tout cas par rapport aux autres types de profils. Là, pour le coup, encore une fois, on n'a pas vraiment d'explication concrète. Hein, c'est encore une fois de l'observation, mais on peut partir du principe que c'est un profil qui a tendance après à peut-être à voilà, se spécialiser sur d'autres technologies et donc ne plus être uniquement Python ou alors partir vers de la data justement et se spécialiser sur un poste justement dans l'ingénierie des données, etc. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a encore ouais, est-ce qu'il y a d'autres Marc, questions? il y a Marc qui est demandé si on avait des données sur les niveaux de formation. Alors non, enfin on n'a pas en tout cas analysé en ce sens-là. Je peux te répondre plus de manière empirique hein, au niveau de ce que je vois sur le marché, des demandes qui nous sont adressées. C'est vrai que de manière assez globale, la plupart des profils vont quand même avoir un niveau d'études qui va être situé entre bac+3, bac+5 sur les profils dev. On a une part d'autodidacte. Ça nous arrive assez récurremment de recruter des autodidactes, mais la tendance marquée reste quand même à des profils qui vont avoir des bachelors ou des bac+5 sur les profils dev. Au niveau de la data, c'est le marché est quand même plus porté par des gens qui vont avoir des PhD. Euh, mais là, on va peut-être manquer un peu de recul puisque, comme on vous disait, la demande en data est en ce moment en train d'exploser, donc on va peut-être quand même manquer de recul. Je pense que la tendance qui va se dessiner, ça va être que les jeunes profils recrutés par la société,
les sociétés vont plutôt être détenteurs de PhD, tandis que des profils seniors qui se seraient mis par eux-mêmes sur des sujets data et donc auraient appris plus sur le tas par l'expérience, ne seront pas forcément détenteurs de PhD. Et pour le coup, on observe qu'il y a une pénurie qui est en tout cas en région, qui est un peu plus faible sur les profils doctorants. En tout cas, on est assez peu sollicité à la fois par les entreprises et par les candidats, parce que je pense qu'ils ont plus de facilité à se rencontrer grâce à notamment Au au réseau fait que et l'école. beaucoup d'entreprises, notamment des startups, peuvent bénéficier justement de tout ce qui va être crédit impôt recherche grâce au recrutement de ces profils-là. Je crois que c'est le cas aussi pour les profils bac+5, mais des profils doctorants en général peuvent être pas mal recherchés par les entreprises. En général, on est très très peu sollicité sur ce type de besoin-là, en tout cas. Et il y a Gottwald qui te demande quelles sont les différences entre le marché lyonnais et le marché bordelais. Alors, entre les deux marchés, je dirais que c'est des marchés qui sont relativement proches en termes de typologie. Je dirais que Lyon est quand même un peu plus gros en termes d'écosystème. Parce que on a à la fois un écosystème qui est ultra dynamique sur le côté startup, mais on a aussi pas mal de grands groupes, en tout cas dans le bassin rhône-alpin, où il y a entre Grenoble et Lyon, il y a pas mal de grosses industries aussi. En termes de salaire, on est à peu près sur les mêmes choses, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a parlé du fait que on se basait plutôt sur les fourchettes hautes qui sont annoncées là pour les villes qui sont directement connectées à Paris. Et c'est le cas pour Bordeaux, où on a vu vraiment la différence à partir du moment où il y a eu cette fameuse ligne TGV qui a été ouverte, où il y a eu une forte augmentation au niveau, enfin à tous les niveaux, hein, au niveau des salaires. Je sais que ça a été aussi le cas au niveau de l'immobilier, mais il y a eu pas mal d'entreprises qui se sont aussi, alors pas forcément délocalisées, mais qui ont monté des équipes aussi annexes à Bordeaux, parce que justement l'avantage d'avoir, en fait, l'avantage de la région, de fait d'avoir des salaires un peu plus bas, d'avoir des charges un peu moins importantes que Paris, mais pour autant être assez proche, être à finalement 2 heures et demie de train, ça a de gros avantages, quoi. Et on observe qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont dans cette typologie-là, justement, de délocaliser une partie de leur équipe, et c'est souvent le cas des équipes techniques, hein, pour le coup. Ce qui est le cas avec Nantes maintenant. Ce qu'on a connu à Bordeaux, pardon, il y a peut-être 2-3 ans. On le voit là en ce moment un peu avec Nantes, qui est un marché qui est en pleine ascension, et où il y a pas mal d'entreprises qui s'installent aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Je sais pas après si Alors, on n'a pas parlé de tous les profils. Après, c'était pas le but non plus. C'était plus aussi de vous inciter à nous solliciter si vous avez des questions particulières sur des fourchettes salariales par rapport à certains types de profils. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, il y a nos études de salaire que vous pouvez trouver sur le site, Ouais. qui sont téléchargeables, mais qui sont assez facilement accessibles. J'enverrai un lien de toute façon à toutes les personnes qui se sont inscrites avec des redirections vers le webinar et les études de salaire en Île-de-France et en région. Ok. Et du coup, la dernière question, c'était sur les technologies à la mode observées sur le marché. Ouais. Alors là, pour le coup, on n'a pas proposé de contenu. C'était plus une discussion ouverte par rapport aux tendances qu'on peut observer. Quand on parle de tendance, pour le coup, on va plutôt se focaliser du côté développeur, parce que les entreprises vont travailler sur leurs outils, leurs technologies, mais vont pas être forcément elles vont pas forcément proposer ou mettre en avant de nouvelles technologies. Ça va plutôt émaner du côté développeur, et voilà, on va plus parler de mode, de dire voilà, cette technologie est à la mode. C'est vraiment le cas, hein, dans le milieu du développement, où on voit il y a énormément de changements. Là, on parlait justement des technologies front, où il y a encore 2 ans, l'Angular avait pas mal
place, en tout cas sur la partie dev front, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment React qui a pris le pas sur le dev front et Angular qui a tendance à être un peu sur une phase de décroissance. Là, pour le coup, il n'y a pas de distinction, je pense, entre Paris et région, puisqu'on parle vraiment de tendance, de mode. Voilà, moi, je peux donner un peu ma vision, et puis peut-être, Alexis, tu pourras peut-être compléter, mais sur tout ce qui va être technologies qui sont vraiment ouais, tendance pour le coup. On a parlé du React, on a parlé, on a une question qui a été posée sur le Python. Pour le coup, le Python est très tendance parce que le Python, voilà, on peut travailler avec dans le domaine de la data, on peut travailler aussi enfin sur la partie embarquée, etc. On a Sur du parlé dev, sur de l'automation en mode DevOps aussi, enfin ça sur permet du vraiment web, de voir tout. voilà. Pour le coup, c'est une technologie qui est pas mal polyvalente et qui plaît pas mal de plus en plus. On a le JavaScript au sens large, mais le Node.js, par rapport à ce que disait Alexis en début de webinaire, sur le fait que, en fait, le JavaScript, le gros avantage, c'est qu'on peut utiliser la même technologie pour développer à la fois sur la partie front, la partie back. Donc, forcément, sur la partie back, c'est le Node qui est pas mal plébiscité. On a aussi sur la partie front le côté Vue.js dont on n'a pas trop parlé, qui est très tendance côté développeur, un peu moins côté entreprise. On voit que la tendance est plutôt montante aussi sur le Vue.js et il y a un espèce de duo qui est en train de se former entre le React et le Vue.js. Est-ce que va y avoir un gagnant, un perdant dans tout ça mais voilà, pour le coup, c'est vrai que c'est plutôt la tendance est plutôt montante pour les deux librairies quoi, pour le coup. Peut-être aussi un petit mot sur la partie mobile. Après, je laisserai la parole Ouais. à Alex par rapport au mobile. Je l'ai abordé tout à l'heure et je trouve que c'est assez intéressant. Il se passe pas mal de choses sur le mobile. Déjà, on a vu récemment pour le côté Android, le Kotlin a pris le dessus et continue de prendre le dessus sur le Java. C'est devenu le langage de développement officiel hein, Android, donc le Kotlin. Pour la partie iOS, même chose avec Swift et Objective-C. Donc Swift a complètement pris le pas sur l'Objective-C. Donc on a à la fois donc les développeurs qui sont spécialisés sur le Swift, on a donc iOS, et les développeurs qui sont spécialisés sur l'Android. Et à côté de ça, on a les technologies cross-platform. Avant, on avait tout ce qui était Ionic, Cordova, et là, on a de nouvelles technos qui pointent le bout de leur nez, qui sont déjà là depuis un petit moment, mais le React Native, qui permet justement de développer des plateformes web qui vont être aussi développées facilement grâce au React Native sur la partie mobile. Donc ça, c'est plutôt le gros avantage. Et on a aussi le langage, plutôt la techno Flutter qui est poussé par le langage Dart, pour le coup, et c'est ça, qui est pas mal aussi tendance côté développeur. Donc là, aujourd'hui, on voit il se passe pas mal de choses sur le côté mobile et en même temps, le cross-platform n'est pas en train d'effacer le natif parce qu'on se rend compte que pour certaines applications, le cross-platform a ses limites. Voilà, quand on va dans de la personnalisation trop poussée, en fait, on se rend compte que ça demande trop d'adaptation et les coûts sont rapidement trop élevés. Donc, on est Ouais, obligé de passer sur du natif. tout simplement aussi quand il y a une charge trop importante, qu'il y a trop d'utilisateurs sur l'application, le développement natif reste quand même beaucoup plus robuste que le Voilà. développement cross-platform. Et à l'inverse, le cross-platform a énormément d'avantages justement pour la rapidité du développement, pour le fait de pouvoir développer à la fois sur les deux OS qui sont en concurrence et qui permet voilà de livrer des produits qui sont plutôt bien aboutis assez rapidement quoi. Oui, puis ça permet aussi à une société d'embaucher une seule personne plutôt que deux pour avoir une personne sur l'iOS, une personne sur l'Android aussi. Ça permet aussi de faire des stratégies d'économie de coûts sur la masse salariale, quoi. Ouais.
c'est clair. Donc c'est une balance, quoi. Faut faire le calcul entre performance et coût, comme d'habitude. Alors, il y a une Je te question, je ne sais pas si Ouais. vous avez vu, d'Alexis, sur les environnements de travail en 100% en anglais, savoir s'ils grandissent en France, à Paris, en région, parce que c'est apparemment un de ces freins pour pouvoir revenir en France au-delà du salaire. Euh, c'est un peu compliqué quand même de répondre à cette question, même si on accompagne une bonne partie de l'écosystème tech français, on n'a pas non plus la visibilité sur l'ensemble des sociétés. Moi, je veux bien essayer de te répondre, Alexis, en te faisant part plus de mon expérience personnelle. Comme je te disais, ça fait aujourd'hui 3 ans et demi, presque 4 ans que je travaille chez Urban Linker. Les 2 premières années, j'ai pas eu de partenaire où la langue de travail était l'anglais quoi qu'il arrive. En revanche, depuis 1 an et demi, j'ai une société avec laquelle la compétence anglais est primordiale, puisque l'équipe est multiculturelle et qu'ils vont travailler à 50-60% du temps en anglais. Par contre, ça va être quand même assez anecdotique. La raison qui fait que ils travaillent en anglais, c'est parce que un de leurs lead DevOps est anglophone, et donc c'est pour ça que l'équipe doit s'adapter. Euh, Au niveau des startups, j'ai l'impression que c'est quand même assez rare qu'on on accompagne des boîtes où la langue de travail est le full English. En revanche, on a plein de boîtes qui sont pas du tout contre le fait de recruter des personnes qui ne parlent que anglais. Voilà. J'espère que j'ai pu te répondre, Et Alexis. Non, et toi, Romain, tu as ouais, eu des cas en région ou... bah, de mon point de vue, en fait, il y a un point qui est important à prendre en compte, c'est est-ce que dans la team, il y a des personnes qui sont soit justement anglophones, soit localisées dans un autre pays. Euh, de mon expérience, encore une fois, les entreprises qui sont basées en France où les profils sont franco-français en interne, euh, ça reste voilà dans un environnement de travail pour le coup quasiment que francophone, sauf peut-être sur la partie dev où bah forcément là, en général les docs sont en anglais, donc on va avoir peut-être des échanges en anglais, mais ça va être que de l'anglais technique, on va dire. En revanche, on observe qu'il y a des entreprises et je vais pas dire que c'est une tendance qui est énormément grandissante, mais on l'observe. Moi, je l'observe chez certains de nos clients qui ont des équipes en offshore qui vont être localisées voilà, soit dans les pays de l'Est, soit pour certains dans les pays du Maghreb ou autres. Et là, pour le coup, le langage, forcément, le langage de communication, c'est forcément l'anglais pour le coup. Et pour le coup, j'ai l'impression vraiment qu'il y a, ouais, il y a même, j'ai pas parlé de l'Inde aussi, mais c'est vrai que c'est pas mal grandissant. Il y a des entreprises, même petites, des startups qui font le choix de délocaliser une partie de leurs équipes, justement, ou de leurs forces, en tout cas de développement, dans d'autres pays. Et c'est dans ces cas-là, surtout, qu'on va retrouver justement des environnements de travail qui vont être pour le coup quasiment full anglophone, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est un peu les deux. Et je pense que si demain, justement, Alexis, tu veux regarder un petit peu euh, du côté du marché français, bah, peut-être privilégie ce type d'entreprise-là qui ont déjà bah, un côté un peu international et voilà, qui ont déjà intégré des personnes à distance à l'international. Et ça va avec la tendance du télétravail aussi, hein, pour le coup. Je vais continuer du coup sur les technologies montantes. Tu t'es exprimé, Romain, sur les technologies qui étaient déjà à la mode et bien installées et qui continuaient de monter. J'en ai identifié certaines qui sont vraiment montantes pour le coup et qui restent assez méconnues. Enfin, pas méconnues, je pense que les personnes qui font partie de l'écosystème les connaissent, mais en tout cas, il y a 1 an, on n'en parlait pas ou très peu. Je reviens notamment sur la stack JS. Donc, on a beaucoup parlé de Node, on a beaucoup parlé de React, on parle d'ailleurs de JavaScript en règle générale. De plus en plus, les sociétés et les candidats s'orientent vers du TypeScript, qui est une surcouche JavaScript,
qui permet d'avoir un code plus épuré, plus typé et donc plus quali en règle générale. La première société que j'ai accompagnée et qui travaillait en TypeScript à l'époque, c'était il y a 1 an et demi. Et, euh, et quand je suis revenu au bureau et que j'en parlais, personne connaissait. Les sociétés qui étaient passées dessus, c'était très rare. Les candidats avec lesquels j'échangeais, ils en avaient entendu parler, mais ils voulaient surtout pas s'y mettre. C'était trop compliqué, entre guillemets. Ouais. Et finalement, 1 an et demi plus tard, on se rend compte que, en tout cas au sein de l'écosystème startup à Paris, on a facilement 60-65% des startups qui initialement étaient sur une stack JS ont rajouté la surcouche TypeScript parce que juste ça leur permet d'avoir du code plus robuste et un produit qui sera plus stable dans le temps et plus scalable. Donc, cette technologie est vraiment montante, tout comme toujours associé un peu à le même type de stack, vous allez avoir les technos serverless qui vont monter de plus en plus, La partie qui cloud, ouais. permettent voilà, exactement. C'est vraiment la partie cloud qui se développe de plus en plus. Tout ce qui va être serverless, tout ce qui va être Terraform pour automatiser du déploiement, tout ce qui va être GCP, AWS, c'est de plus en plus présent parce que la culture DevOps en France devient de plus en plus prégnante par le simple fait que ça permet d'avoir un produit et qui va coûter moins cher à développer. Là où il y a 5 ans, une boîte, il lui fallait X serveurs pour faire tourner sa tech. Là, avec les technos serverless et cloud, ça permet de faire des économies de coûts et surtout d'avoir une gestion de ces serveurs qui va être outsourcée entre guillemets par des produits de type AWS ou GCP, mais qui vont répartir les charges intelligemment et en temps réel. Et donc, ça permet aux sociétés de plus forcément embaucher toute une team d'administrateurs système qui va faire en gros la répartition des charges à la mano, quoi. Mm. Et Voilà, pour le coup, sur le côté, pour continuer rapidement sur le côté cloud, le DevOps tel qu'on le définit, donc qui est un poste qui est relativement nouveau, on va dire, hein, par rapport à d'autres postes qu'on connaît. Euh, Nous, donc, on avait déjà quelques recherches il y a 3 ans sur ce type de profil-là. Les entreprises recherchaient des profils DevOps. Là, aujourd'hui, on voit que le domaine se segmente un peu davantage et qu'on commence à avoir des spécialisations même dans le côté justement cloud, et notamment sur la partie technologique en fonction justement de la typologie de la plateforme sur laquelle travaille la personne, et notamment, ouais, voilà, vraiment purement technologique, quoi, où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a toujours, voilà, de plus en plus de techno qui entrent en compte et des métiers même des spécialisations qui se créent, comme, je sais pas si ça vous parle, le côté SRE. C'est le site, je crois que c'est le site. Reliability Engineer, c'est Exactement. on va dire c'est le vrai nom du DevOps. DevOps caractérisant normalement plus une philosophie, une culture et non un poste. Et le poste qui était associé à la culture DevOps, c'était SRE à l'époque. Oui. Mais c'est vrai que par abus de langage, aujourd'hui, on va plutôt parler de DevOps parce que ça donne bien l'image de la personne qui va réunir l'équipe de dev et l'équipe d'ops et créer une passerelle entre les deux sans que les objectifs des uns et des autres soient en inadéquation. Ouais, donc voilà, pour le coup, le cloud toujours en forte, ouais, c'est en grosse tendance. Et il y a beaucoup, voilà, pas mal de technos qui sortent et qui deviennent même accessibles qui sont accessibles à des profils développeurs qui, eux, vont avoir tendance à élargir leur panel, leurs compétences justement en se formant un peu à des technologies cloud qui touchent à la philosophie DevOps, quoi. Est-ce que vous avez des questions? Ou tout simplement même partager aussi votre expérience si vous avez vu aussi d'autres choses sur le marché en termes de tendances techno, de communautés montantes. C'est toujours bon à prendre pour nous. Non, je suis pas sûre.
Parce que je crois qu'on touche aussi à la fin du... Oui, Ouais, du à la, temps. ok. ouais, à la fin du temps. Fin du temps qui nous est imparti. Temps réglementaire. Exactement. Du coup, je vais juste... Ah, on a une petite question. Est-ce que Vue va passer devant React? Probablement. Bon, on n'est pas les bonnes personnes certainement pour répondre à cette question-là. Là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est la même observation côté Île-de-France et région. C'est qu'il y a un duo là entre React et Vue qui est en train de se profiler. La tendance jusqu'à présent était plus favorable au React, où justement, en fait, la tendance c'est plutôt que les entreprises ont fait le choix de partir sur le React euh, au dépourvu du Vue. Maintenant, le Vue est plutôt est plutôt tendance côté développeur. Donc, étant donné que c'est aussi les développeurs qui pushent les tendances aussi en interne dans les entreprises, on peut s'attendre aussi à ce que le Vue prenne un peu de part de marché et voire même récupère un peu les parts de marché que l'Angular peut perdre d'ici les prochains mois, par exemple. Je sais pas si Alexis, tu es d'accord avec moi. Si, bah, sur le fait que les parts de marché que Angular perd, forcément, elles vont être redistribuées, soit côté React, soit côté Vue. Maintenant, je pense que c'est impossible de faire un pronostic sur qui va gagner les parts de marché, quelle est la communauté qui va le plus grandir, parce que ça dépend de plein d'avantages. Ça dépend bien sûr de l'affinité de la communauté de développeurs front à passer sur tel ou tel framework, mais ça dépend aussi des actions qui seront mises en place par les créateurs de React, par les créateurs de Vue. Ça va dépendre des prochaines montées en version, ça va dépendre de toutes les nouveautés en fait que les créateurs des frameworks vont mettre en place et de la manière dont ils vont animer leur communauté. Et ça, c'est justement leur rôle et leur stratégie. Et on n'est pas forcément dans leur stratégie, mais il va y avoir un combat entre les deux, c'est sûr. Maintenant, celui qui sortira gagnant, là, on peut pas le savoir, quoi. Voilà, désolé, on peut pas répondre plus que ça. Ah, je sais pas si... Ah, si, il y a un temps. Non, pas d'autres questions. De toute façon, j'ai mis les adresses aussi de Romain et Alexis, si jamais vous avez des questions supplémentaires. Et n'hésitez pas vraiment à nous contacter, que ce soit pour des questions côté candidat ou côté entreprise. Avec plaisir. Bon, bah écoutez, je pense que ça va être la fin de ce webinaire. Merci à tous. Je vous envoie un petit mail cet après-midi pour vous donner la retranscription. Et puis, bah, très bonne journée à tout le monde. Merci Alexis, merci Romain. Merci. Bonne journée à vous tous Très également. bonne Salut journée. tout le monde. Au Bonne revoir. Au journée. revoir. Au revoir.